Les profondeurs de l'océan recèlent un trésor. Il ne s'agit pas d'or, mais d'autres métaux dont nous avons un besoin urgent. Problème, nous connaissons moins les abysses que la surface de la Lune. C'est un monde obscur, peuplé d'étranges créatures et difficile à atteindre. Et pourtant, sa conquête par l'industrie minière ne saurait tarder. Les nodules polymétalliques pourraient-ils être la solution à la pénurie annoncée de métaux? Une question à laquelle la science veut répondre. Bienvenue en l'an 2077. Ce qui était autrefois de la science-fiction est devenu une réalité. Véhicules volants, omniprésence de l'informatique et des réseaux de communication. Le revers de la médaille, c'est notre dépendance accrue vis-à-vis de certains métaux essentiels à l'industrie électronique, garante de notre mode de vie. Le cœur du Pacifique. C'est ici qu'il y a 60 ans, nous avons cru avoir trouvé une réponse à l'épuisement des matières premières. Un vieux navire océanographique croise dans cette zone maritime qui était censée sauver l'économie mondiale. Il a déjà navigué dans ces eaux pour son tout premier voyage. À l'époque déjà, les marchés boursiers s'inquiétaient de la baisse des réserves de métaux. Retour 60 ans en arrière. Le MS Sonne, navire océanographique flambant neuf, fait la fierté du Géomar, le centre allemand pour la recherche océanique basé à Kiel. Il lève l'ancre pour sa première campagne de recherche qui va durer plusieurs mois. À son bord, des scientifiques du monde entier, impatients d'explorer les abysses du Pacifique. De leurs travaux dépend peut-être une nouvelle filière d'avenir, la collecte des richesses minières parsemant les grands fonds marins. Que deviendra cet écosystème encore intouché si l'homme y impose sa présence? Les chercheurs savent qu'une exploitation minière sous-marine viendrait perturber un écosystème essentiel pour la planète tout entière. Matthias Haeckel, géochimiste, étudie depuis longtemps ce milieu unique. On peut comparer la plaine abyssale à une forêt tropicale. Comme dans tous les biotopes où il y a peu de matière nutritive en circulation, ce qui est le cas dans la jungle et dans les abysses, la biodiversité y est très élevée. On y trouve assez peu d'individus ou de spécimens, mais ils sont d'une grande variété. À défaut de pouvoir y faire obstacle, les chercheurs veulent à présent limiter l'étendue des dommages provoqués par une collecte des nodules polymétalliques. Jens Greinert, le chef de la mission scientifique, est réaliste. Il est impossible de faire machine arrière et de tirer un trait sur ces métaux. On ne peut raisonnablement pas demander aux gens de renoncer à leur smartphone, à leur ordinateur et à leur télévision. Nous aurons toujours besoin de ces métaux, et en quantité croissante. Mais nous devons nous efforcer de freiner leur exploitation et nous poser la question de savoir où nous les procurer. Il faut savoir que nous exploitons les gisements terrestres depuis si longtemps qu'ils sont quasiment épuisés. Partout dans le monde, l'homme a éventré la terre pour en extraire du minerai. Le Chili possède le plus grand gisement de cuivre au monde. Si le pays profite de cette manne financière, il paie aussi un lourd tribut. La plus grande mine à ciel ouvert au monde dégage une telle pollution que plus aucune vie n'est possible à des kilomètres à la ronde.
En outre, l'exploitation de nombreux minerais est aux mains de quelques pays seulement. Comme la Chine, en situation de quasi-monopole pour les terres rares, indispensables aux ordinateurs et aux smartphones. Lorsqu'en 2009, la Chine a réduit ses quotas d'exportation pour satisfaire sa demande intérieure croissante, les prix ont flambé. Terres rares, cuivre, nickel, cobalt et chrome. Toute notre technologie moderne repose sur ces métaux non ferreux. Ils sont présents dans le moindre appareil électrique. Impossible d'imaginer notre vie actuelle sans eux. Alors que faire ? Prôner la décroissance et accuser les nouvelles générations hyper-connectées serait expéditif. Car les technologies vertes, comme l'énergie éolienne, consomment aussi de grandes quantités de cuivre. Chaque éolienne nécessite entre 30 et 60 tonnes de cuivre. L'Allemagne a une longue tradition minière. Des mines ont été exploitées aux 4 coins du pays, en particulier dans les monts métallifères, un massif qui doit son nom aux nombreux gisements qu'il abrite. À l'ouest, la République fédérale d'Allemagne avait extrait du minerai métallifère jusque dans les années 70. À l'est, la République démocratique allemande en avait fait autant jusqu'à la réunification. L'Allemagne, dans son ensemble, se passait pratiquement des importations. Mais les mines allemandes sont désormais à l'abandon. Comparée à celle des mines étrangères, la concentration de métal dans leurs minerais est trop faible. Ne restent que des ruines, des traditions et des monuments. L'Allemagne a réussi sa reconversion en leader mondial du recyclage des métaux. La plus grande usine de recyclage de cuivre au monde se trouve à Hambourg. L'Allemagne recycle déjà 43% de son cuivre, une performance loin devant le reste du monde. Le cuivre a l'avantage d'être recyclable et réutilisable à l'infini, sans perdre en qualité. Mais cela ne résout pas le problème pour autant. À lui seul, le recyclage ne peut suffire, surtout si la croissance économique doit se poursuivre. Seul le métal déjà utilisé et arrivé à la fin de son cycle de vie peut être recyclé. Or, le cuivre récupéré dans les portables et les appareils électriques ne repart pour la fonderie qu'après 2 à 10 ans. Et en général, les quantités plus importantes issues du bâtiment ne sont recyclées qu'au bout de 30 ans d'utilisation et plus. En attendant, la consommation de cuivre continue à augmenter en Europe comme ailleurs. Surnommé docteur cuivre, les économistes voient même en ce métal rouge un baromètre de l'économie mondiale. Mais en toute logique, si sa consommation ne baisse pas, il faudra extraire toujours plus de minerais de cuivre, car les quantités recyclées ne pourront couvrir ce surcroît de demande. Aujourd'hui déjà, le prix du cuivre est sujet à de fortes variations, dues à la spéculation. Les nodules polymétalliques pourraient venir compléter les réserves. Que contiennent-ils et que coûterait leur collecte? Les océanographes cherchent à savoir comment concilier intérêt économique et protection écologique. Le minerai des abysses doit être exploité de la façon la plus durable possible. Et la condition préalable pour pouvoir préserver un écosystème, c'est de l'étudier et de le comprendre. Un scientifique est plus à même de le faire que l'industrie minière, dont l'objectif principal est d'exploiter les nodules, même si ses représentants déclarent se soucier de l'environnement. Nous voulons avant tout comprendre ce biotope. Les abysses nous sont encore si peu connus que leur étude est un véritable travail de pionnier.
La campagne de recherche du MS Zone vise à comprendre les interactions au sein du biotope que sont les champs de nodules. Ces derniers, composés de sable et de métaux, y reposent depuis des millions d'années. Les chercheurs recourent à différentes méthodes. Ce carottier à boîte va prélever un échantillon du sol marin à 4 km de profondeur avant de le remonter à bord. Les nodules polymétalliques se trouvent dans tous les océans du globe. Mais ce n'est que dans le Pacifique, dans une zone précise, que leur densité est si forte que leur collecte pourrait avoir un intérêt économique. Il y a 150 ans, l'expédition du Challenger, une corvette britannique, fut la première grande campagne océanographique à s'intéresser au mystère des grands fonds marins. Vingt ans plus tard, en 1898, l'Empire allemand ne veut plus être en reste et envoie à son tour des chercheurs à bord du Valdivia, afin de sonder les profondeurs des océans du globe. À l'époque, l'opinion qui prévaut est qu'en dessous de 550 mètres de fond, plus aucune vie n'est possible. Seul moyen de s'en assurer, tracter des chaluts au fond de l'océan. À la remontée des premiers filets, la surprise est totale. Les fonds marins sont peuplés d'une multitude d'animaux, de surcroît presque tous inconnus. Un premier examen à bord permet aux chercheurs d'examiner et de classifier aussitôt tous ces nouveaux organismes. Ils ramènent avec eux une quantité monumentale d'échantillons et de croquis. La charge de travail est telle que certains des spécimens conservés dans le formol n'ont toujours pas été étudiés. Contrairement à leurs prédécesseurs, les océanographes d'aujourd'hui ont la possibilité d'observer les animaux directement dans leur milieu. Et ils savent désormais que les abysses suivent leurs propres lois et leur propre rythme. Les animaux qui les peuplent grandissent lentement et vivent jusqu'à un âge avancé, n'atteignant souvent la maturité sexuelle qu'à 30 ou 50 ans. C'est dans ce monde insolite que se forment les nodules polymétalliques, toujours autour d'un noyau, qui est souvent une dent de requin. Les métaux, dissous dans l'eau de mer, viennent s'y déposer, couche après couche. Un processus long de plusieurs millions d'années, qui aboutit à des concrétions de la taille d'un point. Quel serait l'impact de l'intervention de l'homme sur ce monde régi par la lenteur? Cette question a intrigué les biologistes marins dès les années 80, lorsque l'exploitation des nodules était déjà fortement envisagée. Ils ont décidé d'imiter les effets engendrés par leur collecte afin d'en observer les conséquences. Pour cela, ils ont tracté une herse sur le lit océanique à 78 reprises. 7 ans plus tard, en 1996, ils sont retournés sur la même zone pour en contrôler l'évolution. Les traces étaient toujours visibles.
Plus d'un quart de siècle après le passage de la Herse, les chercheurs du MS Zone se rendent à leur tour sur place. Le monde scientifique s'accorde aujourd'hui à dire qu'il en sait étonnamment peu sur les abysses. En 1996, Matthias Haeckel participait à l'expédition en tant que jeune doctorant. Les abysses représentent 70% de la surface de la Terre et jusqu'à présent, nous ne les avons étudiés qu'en pointillés. Il y a 10 ans à peine, nous pensions que les abysses étaient relativement plats, y compris dans la zone où nous sommes, qui s'étend sur un diamètre de 2000 marins, soit 3,5 à 4 km. Nous avons toujours cru qu'à ce genre d'échelle, de plusieurs dizaines de kilomètres, le niveau du plancher océanique variait peu. Mais nous constatons qu'en réalité, il est assez accidenté. Le prélèvement par le carottier à boîte va montrer comment la biodiversité a évolué au fil des ans et fournira d'autres informations essentielles. Chaque échantillon remonté des abysses est une pièce venant compléter la connaissance que nous en avons. La chance est au rendez-vous. L'échantillon semble prometteur. Les biologistes récupèrent délicatement les sédiments et les nodules récoltés. Un premier examen est fait à bord. D'autres analyses plus poussées suivront plus tard, dans un laboratoire à terre. Une campagne de recherche océanographique coûte si cher que chaque minute compte. Les scientifiques se relaient par équipe pour travailler 24 heures sur 24. Les sédiments révèlent progressivement leur trésor. Chaque nodule est mesuré et pesé. Pour la filière minière, plus ils sont gros, plus ils ont de valeur et plus ils sont faciles à prélever. Ils ont eu besoin de millions d'années pour atteindre un tel diamètre. L'océan a toujours fasciné l'homme. Un monde qui semble incommensurable, parfois paisible et parfois impétueux. Ces tréfonds où se cacheraient les monstres les plus fantastiques ont fait naître bien des mythes. La force indomptable de l'océan nous effraie. Mais elle nous incite aussi à vouloir le conquérir, lui et ses innombrables richesses. Les premiers marchands se risquaient déjà à prendre la mer et à naviguer aux quatre coins du monde pour faire des affaires. Grâce à des bateaux toujours plus stables et plus rapides, l'exploitation des océans s'est intensifiée au fil des siècles. Au début de la chasse à la baleine, les marins étaient prêts à risquer leur vie. La précieuse huile de baleine servait à fabriquer des bougies, des produits cosmétiques, et trouver une multitude d'autres utilisations. Seule la découverte que le pétrole pouvait s'y substituer a empêché l'extermination rapide des cétacés. Le même danger pèse aujourd'hui sur les poissons. Les immenses chaluts traînés sur les fonds marins ne leur laissent aucune chance. Nombreuses sont les espèces menacées d'extinction. Tandis que la pêche intensive décime les poissons des abysses, les scientifiques continuent à explorer leur habitat. Nous connaissons mieux la croûte lunaire que la couche de sédiments qui tapissent les océans. Chaque occasion d'en découvrir plus est donc précieuse. Ces chercheurs sont les premiers depuis 19 ans à venir observer l'état des fonds marins qui ont été retournés par la Herse. Entre-temps,
La technologie a fait de grandes avancées. Les images retransmises depuis ce monde étrange sont parfaitement nettes. À chaque fois que nous descendons une caméra au fond de l'océan et que l'image nous est retransmise en direct, nous sommes les tout premiers humains à voir de nos yeux ce petit bout de la planète. C'est toujours la première fois, j'en ai la chair de poule. Je trouve ça incroyable. L'exploitation des nodules a déjà semblé à portée de main par le passé. Le même esprit pionnier a défini les années 60 et 70, lorsque l'on pensait que plus rien n'était impossible, après avoir vu l'homme se poser sur la Lune et faire quelques pas à sa surface. En 1960, le point le plus profond de l'océan, la fosse des Mariannes, est exploré par le Suisse Jacques Piccard dans son bathyscaphe. Même les profondeurs marines ne semblent plus insondables. Les hommes rêvent déjà de construire des maisons au fond des mers, où l'on vivrait aussi facilement que sur Terre. Mais cette époque de grands projets est aussi l'une des plus tendues de l'histoire contemporaine, avec la guerre froide entre les blocs de l'Est et de l'Ouest. Un bras de fer entre l'Union soviétique et les États-Unis, au cours duquel les services d'espionnage rivalisent d'inventivité. Lorsqu'un sous-marin russe sombre au milieu du Pacifique, les nodules offrent un prétexte idéal aux États-Unis pour le récupérer. Ils annoncent qu'un navire construit par le milliardaire Howard Hughes va étudier l'exploitation des nodules polymétalliques. En réalité, la CIA veut renflouer le sous-marin. L'opération d'espionnage la plus coûteuse de tous les temps. Le monde entier croit en cette histoire d'exploitation des nodules. Lors du renflouage, cependant, l'épave du sous-marin se désintègre et seuls quelques éléments peuvent être remontés à bord et étudiés. Le cours peu élevé des minerais et les réserves terrestres qu'on croyait inépuisables ont eu raison de cet engouement passager. Aujourd'hui, en revanche, leur exploitation semble incontournable. Le monde entier étudie le moyen d'extraire les métaux contenus dans les nodules. L'Université technique de Rhénanie-Westphalie, à Aix-la-Chapelle, est à la pointe de la recherche. À première vue, le procédé est simple. Les nodules sont d'abord concassés. Ils sont ensuite fondus dans un creuset. L'inconvénient majeur est leur faible concentration en métaux. Les nodules se composent en effet à plus de 90% de sable et de manganèse. Et même si ces deux matériaux peuvent être valorisés, le manganèse est un élément relativement abondant dans la croûte terrestre. Il n'y a donc aucun intérêt à dépenser des sommes inconsidérées pour aller récupérer du sable et du manganèse au fond de l'océan. Autre difficulté, à la sortie du creuset, le fer et les métaux non ferreux sont agglomérés ensemble. Il faut donc parvenir à les séparer avec différents procédés. En définitive, on récupère une faible quantité de métal, pour un processus très énergivore. Si l'exploitation des nodules représente malgré tout un enjeu économique pour l'Union européenne et d'autres pays, c'est pour un métal bien particulier, le nickel. Sans lui, impossible de fabriquer un nombre incalculable de produits. L'acier, par exemple. Cette aciérie allemande exporte sa production dans le monde entier. L'industrie de l'acier est toujours un pilier de l'économie allemande. Avec l'urbanisation croissante, la filière va même encore gagner en importance, car l'acier est indispensable aux bâtiments. On estime que d'ici 40 ans, les réserves mondiales de nickel seront épuisées. Comment faire ensuite? Les chercheurs testent d'autres matériaux capables de remplacer le nickel, mais pour l'instant, aucun n'a vraiment convaincu.
En France, le nickel vient principalement de Nouvelle-Calédonie. L'Allemagne, elle, l'importe surtout de Russie. La ville de Norilsk est la capitale russe de l'extraction du nickel, construite sur ordre de Staline pour les ouvriers des mines. Au fil des ans, l'exploitation du minerai a totalement détruit la nature alentour. Pour différentes raisons, y compris politiques, de nombreux pays voudraient ne plus dépendre du nickel russe. Leurs entreprises sont donc dans les starting blocks, prêtes à entamer l'exploitation des nodules polymétalliques au plus tôt, grâce au savoir-faire technique développé pour d'autres projets. Une société belge a déjà créé de nombreuses îles artificielles à l'aide de sable pompé au fond de l'océan. Si l'on en croit les ingénieurs, pomper des nodules, c'est comme pomper du sable. Mais comment ? Cet engin sous-marin, appelé trencher, sert à enfouir des câbles ou des pipelines au fond de la mer. Il pourrait presque s'agir d'un prototype de collecteur de nodules, à la différence qu'il faudrait l'équiper d'un tuyau. Pour cette société belge aussi, l'enjeu économique est de taille. Les nodules contiennent 5 métaux, le cuivre, le nickel, le molybdène, le cobalt et le manganèse. Mais c'est surtout le nickel qui nous intéresse. Il est le plus important. Ce trencher peut travailler à des profondeurs d'environ 2000 mètres. Il a été conçu spécialement pour résister à la forte pression de l'eau. Tous les systèmes électroniques sensibles sont protégés par d'épaisses plaques de métal. L'engin pèse déjà 55 tonnes et le collecteur de nodules devrait être encore plus imposant. On imagine aisément les dégâts qu'un tel monstre pourrait causer au plancher océanique. La question de l'impact environnemental est cruciale et notre entreprise fait son maximum pour le réduire. Il faut néanmoins garder à l'esprit que nous avons besoin de ces métaux, qu'il faut bien les extraire quelque part et que l'exploitation des mines terrestres a aussi un impact. Nous voulons faire en sorte que l'exploitation sous-marine soit le moins destructrice possible. L'engin, qui serait 3 fois plus grand, serait équipé d'un tuyau flexible au lieu d'un bras articulé et de chenilles encore plus résistantes. Il devrait ainsi pouvoir opérer à des profondeurs 2 fois plus grandes. Les entreprises minières s'affairent à concevoir des méthodes et des engins de collecte des nodules. Le principe de base est toujours le même. Un engin sous-marin progresse sur le fond, guidé à distance par des techniciens postés sur un bateau. Le collecteur pompe les nodules en draguant une couche de 15 cm du sol marin tout en remuant beaucoup de sédiments. Les nodules arrivent dans un réservoir tampon sous l'eau avant d'être pompés jusque sur le navire. Lorsque les sédiments du fond marin, qui sont normalement très peu dérangés, se retrouvent en suspension dans l'eau, ils mettent longtemps à se redéposer au fond. Les chercheurs du MS Zone veulent étudier les conséquences que cette perturbation pourrait avoir. Un robot sous-marin va faire office de collecteur. Le robot téléguidé va se déposer brutalement sur le fond marin, de manière à soulever un nuage de sédiments, comme le ferait un engin minier. Les particules dégagées peuvent être dangereuses pour la faune et la flore sous-marine. Les sédiments contiennent notamment des métaux réduits qui vont détruire l'oxygène présent dans le bas de la colonne d'eau, près du fond marin. Cela va aussi libérer des particules de métal. Dans les nodules et les sédiments qui les entourent, il y a des métaux comme le cuivre, le nickel, le cobalt et des terres rares qui sont toxiques. Les chercheurs veulent savoir précisément comment les animaux réagiraient à cette perturbation. Le robot sous-marin en capture quelques spécimens, puis les expose à des métaux dissous dans l'eau,
à une concentration similaire à ce qui serait libéré en cas d'exploitation. Ce concombre de mer réagit vivement et tente de s'échapper, mais en vain. Pedro Martinez, biologiste marin, s'intéresse aux espèces d'animaux vivant dans les champs de nodules et cherche à déterminer leur densité. Pour ses recherches, cet appareil nommé multicoreur doit prélever simultanément plusieurs échantillons de sédiments. Il veut découvrir comment les animaux réagissent et s'adaptent à un bouleversement de leur milieu de vie. C'est justement ici que 26 ans plus tôt, ses collègues ont sillonné la couche de sédiments. Où en est-elle aujourd'hui ? Lors de la remontée de l'appareil, la tension est palpable. Jusqu'à présent, aucun échantillon en vue, alors que leurs recherches en sont entièrement tributaires. Cette tentative sera-t-elle enfin la bonne ? Nouvelle déception. Aucun sédiment ne s'est déposé dans les tubes, rien que de l'eau. Une autre méthode rencontre finalement plus de succès. Ce piège posé au fond de l'océan a capturé de nombreux animaux. Le travail des scientifiques peut commencer sans tarder. Personne ne sait exactement quelle faune et quelle flore colonisent les champs de nodules et les concrétions elles-mêmes. Si ces organismes ne vivent nulle part ailleurs, l'exploitation des nodules signerait leur arrêt de mort. Il faut donc examiner et identifier chacun d'entre eux, si petit soit-il. Les échantillons sont ensuite préparés pour un long voyage, à destination de laboratoires dans toute l'Europe. C'est un vrai trésor pour la science, aussi précieux que celui de la première expédition allemande dans les abysses, et qui représente des années de travail à venir pour les biologistes. Pedro Martinez doit attendre d'être de retour dans son laboratoire de Wilhelmshaven pour pouvoir étudier de près les animaux prélevés. Il a fallu plusieurs semaines au conteneur rempli d'échantillons pour arriver. Comme autrefois, les espèces inconnues sont dessinées. Le biologiste sait que n'importe lequel de ces minuscules organismes pourrait jouer un rôle clé dans l'écosystème, aux interactions toujours très complexes. Chaque espèce est unique. Elle a un rôle à jouer et une place à tenir dans la chaîne alimentaire. Lorsque des espèces disparaissent, même si elles sont minuscules, cela peut avoir des conséquences tangibles. Les analyses phylogénétiques prennent du temps. Il faudra attendre plusieurs mois avant que les chercheurs puissent dire avec certitude si certaines espèces sont endémiques aux champs de nodules. Mais il y a d'ores et déjà une certitude. De très nombreuses espèces vivent dans les abysses, et la plupart nous sont inconnues. Nous estimons que 99% d'entre elles n'ont pas encore été identifiées. 99% d'organismes inconnus.
L'exploitation des nodules pourrait en exterminer une partie, sans même que l'on sache à quel point ils étaient indispensables à l'écosystème sous-marin. Un risque terrible. En 1989, lorsque la herse a été tractée au fond de l'océan, elle a tracé des lignes dans les sédiments. Aujourd'hui, les chercheurs vont savoir si elles sont toujours visibles. Des traces dans la vase, 26 ans plus tard. Dans les abysses, l'hypothèse n'est pas si absurde. Ce robot sous-marin autonome doit apporter la réponse. Il va pour cela prendre des milliers de photos du plancher océanique. Les photos seront ensuite assemblées par ordinateur, telle une grande mosaïque qui devrait restituer une image plus précise des abysses. Les biologistes et géochimistes qui nous accompagnent veulent déterminer quels changements biologiques et chimiques ont eu lieu depuis les relevés de 1989 et 1996. Ces données nous permettront d'estimer le degré de perturbation engendré par une exploitation minière, ainsi que la vitesse de régénération des abysses. Une question cruciale pour les scientifiques. Reste-t-il des traces du passage de la herse? Les chercheurs attendent avec impatience la remontée du robot. L'expédition leur a déjà réservé bien des surprises. Alors que tous les spécialistes pensaient que le fond des abysses était plat, ils ont découvert qu'il était parcouru de collines et de vallées qui compliqueraient la collecte des nodules. L'ordinateur reconstitue progressivement le panorama abyssal à partir des photos prises par le robot. C'est la stupeur. 26 ans après le passage de la herse, les marques sont aussi visibles que si elles avaient été tracées la veille. Mais est-ce inquiétant? Les avis des chercheurs divergent. Dans les eaux peu profondes du plateau continental, le passage des icebergs laboure littéralement le plancher océanique, creusant des traces bien plus marquées que les petits sillons qui ont été faits là. Leur relief peut atteindre plusieurs dizaines de mètres de hauteur. Et des études ont montré que la vie y foisonne. Mais serait-ce aussi le cas à une telle profondeur? Les chercheurs veulent effectuer un prélèvement dans l'un des sillons laissés par la herse. Un moyen infaillible de savoir si la composition des sédiments a changé ou s'est rééquilibrée. Alles klar, Brücke von Labor. La mise en place du carottier par piston demande une grande précision. Peux-tu encore avancer le bateau de 5 mètres vers le nord? Une fois la position exacte trouvée, le carottier sera descendu jusqu'à la plaine abyssale à 4 km de profondeur. S'il ne tombe pas exactement au bon endroit, le prélèvement sera un échec. Le train est arrêté? Il est arrêté. Le bateau est en position. Laboratoire au pont, on est prêt, je vous tiens au courant. En l'occurrence, les traces sont loin d'être aussi marquées. Mais pour ramasser les nodules, un collecteur emporterait ou déplacerait une couche de 5 à 10 cm de sédiments. Cela signifie que la faune qui y vit mourrait ou serait tuée, et que la population bactérienne serait également touchée. Avec la disparition de ces organismes, le taux de nitrate et d'oxygène dans l'eau serait perturbé, et même réduit à zéro.
Quels seraient les dommages causés dans la couche de sédiments et sur quelle épaisseur? La carotte prélevée, longue de plusieurs mètres, va permettre d'en savoir plus. Matthias Haeckel va en étudier les différentes couches. Le prélèvement est un succès. Il s'agit maintenant de procéder aux analyses dans la foulée. Plusieurs collègues à bord du navire viennent prêter main forte. L'équipe se hâte de tout ramener dans la chambre froide et de prélever plusieurs échantillons. 26 ans plus tôt, la herse avait fait pénétrer de l'oxygène là où il ne devrait pas être présent. Les premiers résultats concernant le taux d'oxygène indiquent que celui-ci est toujours présent dans les sédiments. L'activité microbienne dans la couche supérieure est aussi perturbée qu'il y a 26 ans. Je m'attendais à ce qu'elle se soit rétablie plus rapidement. Perturber les processus géochimiques dans les océans est loin d'être anodin, car ces derniers sont de gigantesques réservoirs de CO2 qu'ils captent dans l'atmosphère. Le dioxyde de carbone est en partie synthétisé par le plancton végétal qui l'emporte vers le fond à sa mort. Une autre partie est entraînée par les courants vers les profondeurs, où elle peut rester pendant des siècles. Une autre partie, enfin, retourne dans l'atmosphère lors des échanges à la surface. Le plancher océanique, surtout celui des abysses qui représente une immense surface, est le moteur principal du cycle mondial du carbone. C'est lui qui équilibre notre climat à une échelle temporelle d'environ 100 000 ans. À cela s'ajoute un deuxième cycle, que l'exploitation des nodules risque également de perturber, qui est celui de l'oxygène. Les sédiments marins régulent le taux d'oxygène et là, il s'agit d'un cycle sur plus de 2 millions d'années. Il y a plus de 4 milliards d'années, les océans sont apparus sur notre planète constellée de volcans. Des cycles naturels se mettent alors en place au fil des âges, qui vont conditionner l'évolution de la planète. Les premières pluies ont été la source des océans et ont rendu possible l'apparition de la vie. Or, les mécanismes déclenchés aujourd'hui par l'homme pourraient avoir des conséquences dans plusieurs milliers d'années. Grâce à l'expérience menée en 1989, nous savons déjà qu'une exploitation minière sous-marine pratiquée à grande échelle endommagerait durablement l'écosystème. L'autorité internationale des fonds marins doit impérativement édicter des règles définissant la taille des zones autorisées à l'exploitation et ses modalités. L'industrialisation des océans progresse inéluctablement. Au-delà des eaux territoriales, la haute mer n'appartient à aucun pays et à tous à la fois. Pour garantir sa protection, l'Autorité internationale des fonds marins a été créée en 1994 sous l'égide des Nations Unies. La collecte des nodules est un sujet source de tension, à la frontière entre écologie, politique et économie. Celle-ci est même représentée sur le navire par Johannes Post, l'un des directeurs de la Deep Sea Mining Alliance, un groupement d'entreprises en faveur de l'exploitation des nodules. Lui aussi est d'avis que l'autorité des fonds marins ne doit pas perdre de temps. Il faudrait fixer les réglementations pour l'exploitation minière dans les 2 prochaines années, parce qu'il y a des entreprises et des pays qui veulent commencer au plus vite les premiers essais. Il est donc nécessaire que le cadre légal soit défini avant qu'il se lance. L'autorité a son siège en Jamaïque et distribue des licences d'exploration pour les champs de nodules polymétalliques. Les États peuvent en bénéficier à l'exclusion des entreprises. Après l'obtention de sa licence, le pays peut prospecter dans la zone attribuée et plus tard exploiter peut-être ses richesses minières. Le minuscule État de Nauru est aussi de la partie. Les habitants de Nauru voient en l'exploitation des nodules la promesse d'une prospérité économique. Le gouvernement a donc accepté la proposition de la société Nautilus Minerals de demander conjointement une licence
Aucun de ces petits États pauvres ne s'intéressait aux nodules avant que de grandes sociétés aillent les voir en disant « En tant qu'État, vous pouvez demander une licence d'exploration pour une zone. Vous serez notre partenaire, mais nous nous occupons de tout. Nous procéderons à la prospection sur zone ainsi qu'à l'exploitation. Cela ne vous coûtera rien. Vous recevrez même de l'argent en contrepartie. » Cela peut-il être aussi simple? Les insulaires de Nauru ont déjà connu la richesse soudaine grâce au trésor minier. Une prospérité éphémère avant une chute brutale. Il y a moins de 40 ans, Nauru était l'un des pays les plus riches au monde. Si riche que l'État ne prélevait aucun impôt. Chaque habitant possédait en moyenne 3 voitures pour seulement 29 km de route asphaltée sur l'île. La richesse de Nauru venait d'une seule et unique ressource, le phosphate. Mais lorsque les réserves se sont épuisées vers la fin des années 1990, Nauru est retombé quasiment du jour au lendemain au niveau d'un pays en voie de développement. Finalement, l'île a rompu son contrat avec Nautilus Minerals et veut exploiter les nodules en son propre nom. Mais cela peut-il garantir un nouvel essor économique? La vraie question, c'est quelle somme d'argent reviendra à la population? Combien un pays en voie de développement touchera-t-il si l'extraction est menée par une grande entreprise occidentale? Le risque, c'est que seul un petit nombre de personnes haut placées se remplissent les poches, tandis que le reste de la population devra se contenter de quelques écoles et c'est tout. Il est presque certain que les emplois créés ne le seront pas dans ces pays, parce que l'exploitation sous-marine nécessite des techniciens hautement qualifiés que l'on ne trouve pas là-bas. Une fois de plus, la création de ces emplois bénéficiera seulement aux grands pays industrialisés comme l'Allemagne, la France, la Belgique, d'autres pays européens et la Russie. Et personne ne peut encore dire où ces pays transformeront les nodules. Le taux de déchets est aussi élevé qu'avec du minerai extrait des mines terrestres. À l'heure actuelle, la réglementation internationale sur la haute mer stipule que les boues résiduels ne doivent pas être rejetés en mer. Il faudra donc les retraiter quelque part à terre. Je pense que c'est un point auquel les pays industrialisés doivent bien réfléchir. Où veulent-ils traiter les nodules ? L'Amérique latine offre l'avantage de la proximité. Ramener tous les nodules par bateau jusqu'en Europe ne serait pas rentable. Mais aucun des pays envisagés en Amérique latine n'applique de normes environnementales aussi strictes qu'en Europe, et de loin. Or, les métaux non ferreux peuvent être hautement toxiques. Les pays extracteurs pourraient-ils garantir que les rejets toxiques de la transformation des nodules n'intoxiqueraient pas la population locale, accentuant sa misère? Comment s'assurer que le bien-être et la croissance chez nous ne déclenchent pas une crise environnementale là-bas? En l'an 2077, nous aurons la réponse. Les responsables semblent avoir choisi la solution de facilité. L'exploitation des nodules a apporté assez de métaux non ferreux aux pays industrialisés pour tenir quelques décennies supplémentaires. Les habitants d'Amérique latine, eux, n'y ont rien gagné. Le vieux navire océanographique MS Zone retourne sur les champs de nodules, cette fois avec des appareils entièrement automatisés, pour un nouvel état des lieux. Cela dépasse les pires craintes des chercheurs d'autrefois. Le robot contemple un triste désert sous-marin. Depuis l'arrêt de l'exploitation minière, quelques animaux ont malgré tout commencé à repeupler la zone. Mais même en 2077, il est encore trop tôt pour estimer l'impact qu'aura la destruction de cet écosystème sur le climat mondial. Il faudra des millions d'années pour que de nouveaux nodules se forment. Ils sont loin d'être une source durable et renouvelable. Faut-il tout de même les exploiter ? Là encore, les points de vue divergent, y compris entre les chercheurs. C'est une ressource cruciale cachée dans les profondeurs de l'océan. Lorsqu'on exploite une ressource terrestre, l'impact est également important, et il risque même de toucher plus directement l'humanité que l'exploitation des océans. En définitive, c'est une question sociétale.
Voulons-nous vraiment entreprendre quelque chose dès lors que nous nous en sentons capables techniquement? Ou voulons-nous attendre de concevoir d'autres méthodes qui préservent vraiment l'environnement? Avant d'aller puiser une nouvelle ressource au sein d'un écosystème essentiel pour toute la planète, il faut pouvoir en estimer précisément les conséquences. Qui gagnera la bataille? L'industrie minière peut compter sur un influent lobby financier, pas les fonds marins.